Don't mean a thing if you ain't got that swing. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Bon, donc aujourd'hui, on va parler des couples, et plus particulièrement des problématiques de couple. On traitera de trois grands types de problématiques dans un premier temps. Un gros type de problématique qui est celui de la communication. Ce sont les couples eux-mêmes qui me le disent. 90% d'entre eux, lorsqu'ils arrivent, leur première phrase, c'est « nous avons un problème de communication ». Le deuxième grand point que nous verrons, ce sont les problématiques liées à l'individu, à l'intérieur du couple. Autrement dit, les problèmes de couple n'en sont pas toujours. Enfin, le troisième grand point qu'on verra, c'est la question de la durée du couple. Le fait que le couple est ensemble un certain temps, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Ensuite, on verra un certain nombre de points divers. Et puis enfin, on verra quelles sont les pistes de travail, pour ne pas parler de solutions, chaque couple ayant ses solutions en fonction des problèmes qui sont abordés et qui sont énoncés. Prenons le problème, le premier évoqué, celui de la communication entre les deux membres du couple, entre les deux personnes. Prenons par exemple le silence. C'est-à-dire que ce que je constate, et les personnes qui viennent me voir le constatent finalement avec moi, c'est que les gens ne se parlent pas vraiment. Ils vont évoquer les projets de vacances, lorsqu'il y a des enfants, l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, l'intendance. Mais rares sont les couples qui, à un moment donné, se posent, non pas à l'occasion d'une dispute, mais à l'occasion d'un moment décidé ensemble, pour parler d'eux-mêmes déjà, ce qu'ils ressentent de joie, d'émotion, en lien ou non avec le couple, d'angoisse, le cas échéant. Et ils ne se posent pas, ils ne prennent pas un temps pour parler de leur couple. Comment tu trouves que ça se passe entre nous, toi, en ce moment ? Qu'est-ce que tu en dirais? J'appelle ça le silence. On ne parle pas vraiment, quoi. On raconte des tas de trucs, mais on ne parle pas vraiment. Autre problème de communication, c'est lorsqu'on essaye de parler ensemble, c'est que ça se fait souvent dans l'apostrophe, dans l'invective et dans ce que j'appelle les conversations ping-pong. On va se parler toujours avec du reproche dans l'air. On se parle que quand il y a un problème. Voilà, en fait, c'est ça. Oui, j'en ai marre, tu fais jamais ça. Bah oui, mais toi aussi. Donc, vous voyez, j'en ai marre, tu fais jamais ça. Ah oui, mais toi aussi. Chacun se renvoie la balle. On est comme dans la cour d'une école. C'est qui a commencé. Donc, on ne peut pas parler vraiment de communication. Un autre type de dysfonctionnement de la communication, c'est l'interprétation. Par exemple, si l'un dit à l'autre « on doit y être à quelle heure, au fait, chez les Dupont ?» L'autre, parfois ou souvent, va se dire « en fait, il ne me demande pas à quelle heure on doit être chez les Dupont, il est en train de me faire remarquer que je suis encore en retard. » Et pas que je suis en retard, mais que je suis encore en retard. Autrement dit, vous voyez que ce n'est pas une communication paisible, et c'est une communication à l'intérieur de laquelle l'un est entendu d'une façon totalement différente de l'intention qu'il a. Son intention neutre est de savoir à quelle heure on a rendez-vous avec les Dupont, et l'autre, très naturellement, entend un reproche. Alors que l'intentionnalité de l'émetteur du message, pour parler comme ça, n'est pas là, sur ce coup-là, de faire un reproche. Bon, et évidemment, celui qui entend la chose comme un reproche va répondre d'une façon à ce que des tensions se créent. Donc on est très souvent à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur du couple émetteur-récepteur, bon mais là on parle des couples homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, peu importe, on est rarement dans une réelle communication. Autre type de problème de communication, et ça ne tient pas, on ne peut pas dire que ce soit la responsabilité du couple, de toute façon on ne cherche pas ici les responsabilités, c'est qu'on ne nous a pas appris à communiquer. On nous a appris l'orthographe, on nous a appris à faire des pâtes, parfois, mais on ne nous a pas appris à communiquer. Bon, dans la communication, il faut par exemple qu'il y ait une reformulation. C'est-à-dire que quand une personne craint de ne pas être bien entendue, il faut qu'elle puisse dire « Comment tu as compris ce que je viens de dire ?» Et donc ça peut sembler lourd, mais ça permet parfois de clarifier avant que des malentendus se créent
et des malentendus qui ensuite s'additionnent les uns aux autres et créent ce qu'on appelle une espèce de passif, hein, que l'on ressasse à l'intérieur de sa tête en bougonnant. Un autre problème, bon peut-être le dernier aujourd'hui dans la communication, c'est les sujets tabous. Figurez-vous que je reçois des couples qui, en 6 ans de vie commune, en 10 ans de vie commune, n'ont jamais abordé le problème, ce qui est devenu un problème, la question de leur sexualité. Donc on parle de ce qu'on fait à manger, on parle des vacances, mais on ne parle pas de sa sexualité. Or, la sexualité à l'intérieur du couple, même s'il n'y a pas que ça dans la vie, est quand même une chose tout à fait centrale, tout à fait, je veux dire, importante. Et c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Donc c'est un véritable problème, cette question du tabou, de la chape de plomb en 2016 sur ce type de sujet. Après les problématiques de communication, ce qu'on peut appeler les problèmes individuels au sein du couple. Alors bon, soyons clairs, ce que j'appelle les problèmes individuels, c'est les névroses de chacun. Alors je précise à l'attention de l'auditeur attentif qu'une névrose, ça n'est pas un gros mot. Hein, c'est-à-dire la personne névrosée, c'est ce qu'on appelle aussi la personne normale. Alors, dans le cadre du couple, qu'est-ce que c'est? C'est que chacun arrive dans le couple avec, j'emploie le mot culture au sens extrêmement large, avec, il est né au sein d'une famille. Alors c'était une famille où tout le monde se racontait sa vie, ou c'était une famille où tout le monde se taisait, c'est une famille où le grand-père a été adopté, la grand-mère a participé à la résistance. L'enfant naît au sein d'une histoire qui le précède. Donc il naît dans un bain, dans un bouillon. C'est son bouillon de culture, duquel il s'imprègne totalement. Bon. Ce dont il s'imprègne, et les difficultés rencontrées parfois par les parents, par les grands-parents, les difficultés psychologiques, hein, employant un gros mot, vont imprégner l'enfant. Cet enfant va devenir grand, va fonder un couple. Autrement dit, cet enfant devenu grand, à savoir cet adulte, il vient dans le couple avec ce qu'on appelle couramment son lot de casseroles. Alors, c'est un lot de casseroles qui agit différemment selon qu'on est au début du couple ou sur la durée de celui-ci. Souvent, on voit des gens qui se mettent ensemble, parfois à un âge jeune, mais peut-être pas toujours, où tout à fait inconsciemment, l'un est un peu la béquille de l'autre. Bon, et une béquille plus ou moins forte selon qu'on se place d'un côté du couple ou de l'autre côté. Autrement dit, parfois, des personnes se mettent ensemble inconsciemment pour se soigner mutuellement. Il me complète, il va me soigner de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. C'est mon sauveur, c'est ma sauveuse. Enfin bref, chacun vient dans le couple avec, je disais, son lot de casseroles. Alors il y a des casseroles plus ou moins lourdes, plus ou moins sonores, hein. Je ne sais pas, on peut avoir une personne qui a une problématique d'addiction, au hashish, à l'herbe, à l'alcool, à des drogues dures. Bon. Peut-être qu'au début du couple, ces problématiques vont même parfois contribuer à former le couple, hein. L'un est le sauveur de l'autre, ou l'un va s'appuyer sur l'autre. Sauf qu'à la longue, la problématique individuelle de l'un va être vécue par l'autre et va être vécue au sein du couple complètement différemment au début du couple. Hein, s'il y avait un problème d'alcoolisme, par exemple, au sein d'un couple, va pouvoir créer véritablement, donc un problème individuel, va venir poser un problème au sein du couple. Mais il en est comme ça de tout autre type de problèmes psychologiques. On peut avoir un homme qui, inconsciemment, prend sa femme pour une mère. Hein, d'autant plus lorsque les enfants surviennent. Hein, combien de femmes on n'a pas entendu dire à la maison j'ai 2 enfants plus un enfant et c'est le mari. Hein. Bon, alors on pourrait s'étendre longuement sur le sujet de ce que voient les hommes dans les femmes, mais on n'a pas le temps. Bon, c'est quelque chose qui peut tisser du lien au début, hein, ce sentiment de la dimension maternante ou maternelle
soit que possède cette jeune femme, soit que lui prête son compagnon. Ça peut avoir des éléments fondateurs au début du couple, mais ça peut devenir aussi un problème. On voit comme ça des hommes qui vont aller chercher une maîtresse à l'extérieur parce que, sans s'en rendre compte, ils voient tellement leur épouse comme un substitut de mère que du coup, ça serait presque tabou d'avoir des rapports de couple avec cette personne qu'ils considèrent plutôt inconsciemment comme un substitut de mère. Alors, troisième grand type de problématique après communication, problématique individuelle, celui de la durée. Ben, voilà, comme la durée, un couple, ça dure, en général, un certain temps, sinon un temps certain. Je ne sais pas, vous avez une voiture, hein, vous allez régulièrement la faire réviser ou vérifier les niveaux. Vous avez un jardin, bon, vous allez de temps en temps mettre de l'engrais, arroser. Ben, avec les couples, on ne fait rien. Mais alors, rien. C'est-à-dire, tous les couples que je rencontre, ils se sont connus, ils ont flashé l'un pour l'autre, ça a été Broadway, ça a été la découverte. Et puis ensuite, c'est comme si tout était acquis et allait de soi. Hein. C'est-à-dire qu'on entretient sa voiture, on n'entretient pas son couple. Alors bon, on ne va pas arroser son couple, hein, évidemment. Mais un couple, ça se travaille chaque jour, en fait, c'est ça. Il faut en prendre soin. Hein, c'est-à-dire qu'un petit SMS, un petit cadeau, un mot. Hein, vous voyez, les mots du quotidien, souvent dans un couple, c'est ah, t'as oublié le pain. Ou bien, bon, c'est des choses pas très agréables souvent. Et puis, ce sont des choses qui se répètent. Hein, c'est-à-dire que les choses qu'on a aimées au début, bon, ensuite, ben, souvent, elles vont se répéter. Le problème est le suivant, c'est que si vous adorez le champagne et que pendant 3 ans, on vous sert du champagne tous les jours, au bout de 3 ans, donc au bout de 1000 jours et quelques, vous allez prier pour qu'on vous amène non pas du champagne, mais un Coca-Cola éventé et tiède. Hein. Au moins, ça changera. Au moins, ça sera de la surprise. Voilà, le couple manque probablement de surprise. Il faudrait le réinventer régulièrement, il faut le nourrir. Parfois, à l'intérieur du couple surviennent des enfants. Hein. Donc on fait des enfants, il y a l'éducation des enfants. Et il y a, par exemple, les rituels liés aux enfants. Hein. Autant un couple, bon, on peut se lever à n'importe quelle heure, le lendemain se lever tard, le surlendemain tôt, passer la journée sous la couette. Bon, quand il y a les enfants, il y a l'heure du biberon, il y a l'heure de la sieste, ensuite il y a l'heure de l'école, il y a l'heure de déjeuner, de dîner. Donc c'est très marqué. Donc vous voyez que si l'enfant peut être enfin, quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur d'un couple, il amène par exemple de la répétition. On parlait tout à l'heure de durée et j'évoquais peut-être sans le dire précisément l'usure. Il peut arriver que ces rituels liés à la survenue des enfants viennent multiplier cette ritualisation du temps. Hein, ça se passe toujours de la même façon. C'est un métro, boulot, dodo, enfant. Donc ça, c'est un problème qui peut inscrire de la lassitude dans le couple. Avec la survenue des enfants vient bien sûr leur éducation. Et on peut avoir, puisque chacun des membres du couple vient d'un univers différent, des différends. On peut avoir des différends quant à l'éducation des enfants. Et ces différends quant à l'éducation peuvent être source de conflits dans le couple, donc source de mésentente dans le couple, ou de difficultés de communication dans le couple. Et à propos de l'éducation des enfants et de la survenue des enfants, il y a ce qu'on pourrait appeler une modification de statut de chacun des membres du couple. Alors je m'explique, qu'est-ce que j'entends là par statut? C'est qu'au début, ces deux personnes qui se rencontrent, elles sont pour l'une filles de papa-maman, pour l'autre fils de papa-maman. Donc le statut, entre autres statuts, on a toujours plusieurs statuts en même temps, c'est le statut de fils. Et tout d'un coup, et pour l'un et pour l'autre, on acquiert le statut de père de l'enfant qui vient d'arriver et de mère de l'enfant qui vient d'arriver. Ce qu'on a remarqué, c'est que souvent le fait de devenir mère, par exemple, ou père, c'est la même chose,
le fait de devenir parent va souvent faire ressurgir des situations déjà vécues par le nouveau parent quand il était enfant. La relation qu'il a pu vivre, qu'un père a pu vivre avec son propre père, va parfois venir se rejouer, se réactualiser, sortir de l'ombre, de l'inconscient, tout ce que vous voulez, au moment où ce père devient un papa, un jeune papa. Et cette modification de statut n'est pas toujours simple à vivre. Je pense particulièrement aux relations mère-fille, qui sont des relations souvent extrêmement complexes, pas nécessairement difficultueuses, mais complexes. Quand une jeune femme devient mère, ses relations avec sa mère peuvent tout d'un coup prendre une teinte différente, qui vont avoir une implication à l'intérieur du couple. Donc, concernant ces désirs, ces besoins, cette problématique que je ne développe pas là, évidemment, ça me fait penser à ces jeunes couples, à des couples qui se forment très jeunes, qui sont parfois connus au lycée, quand ce n'est pas au collège, et puis ils commencent une vie de famille, si je puis dire. Et survient parfois, au bout de quelques années, le fait qu'ils n'ont connu que l'un et l'autre comme amants. Donc parfois, la simple curiosité, liée à l'usure dont j'ai déjà parlé, va faire que même si l'un et l'autre restent attachés l'un à l'autre, l'un ou l'autre va avoir envie d'aller voir ailleurs. Et d'aller voir ailleurs, non pas d'avoir envie de tromper son partenaire, non pas toujours avoir envie de rompre la relation actuelle, mais une simple curiosité de savoir ce qui existe d'autre que Mathilde, que Cyril, voilà, parce qu'ils ont connu un seul partenaire dans toute leur existence. Ça me fait penser d'ailleurs à une problématique qui n'existait pas il y a quelques siècles, c'est que nous vivons aujourd'hui très âgés. L'espérance de vie est autour de 80 à 85 ans. Et quand un couple se fonde à 20 ans, le faire durer 60 ans, ce n'est pas une question simple. Face à toutes ces problématiques, parfois, on va voir surgir des solutions miracles. Il y a des solutions qui n'en sont pas, je passe vite dessus. C'est que l'un ou l'autre se plonge dans une activité qui va le dévorer. Donc ça peut être le travail. Donc on part à 6 heures du matin travailler, on rentre à 21 heures, on amène du travail à la maison. Vous voyez bien tous les problèmes que ça peut poser à l'intérieur d'un couple. C'est-à-dire que le travail devient une autre sorte d'addiction. On parle d'ailleurs de travaillomane, au masculin comme au féminin. Mais je songeais à des solutions, des tentatives de solutions qui peuvent apparaître, qu'on voit souvent, des solutions miracles. Alors par exemple, on va faire un 3e enfant. Donc, on a déjà 2 enfants et on voit apparaître ce besoin d'un 3e enfant qui est souvent comme une espèce, attendez, je ne dis pas ça pour tous les 3e enfants, mais qui est souvent comme une tentative de sauver le couple. C'est-à-dire on se lance dans autre chose. Voilà. Dans le genre on se lance dans autre chose, on va faire construire. C'est-à-dire qu'on se lance, vous avez compris, dans la construction d'une maison. Donc c'est un projet qui va prendre un temps phénoménal, qui va occuper les esprits, qui va occasionner des disputes, qui va occasionner des discussions aussi. Mais souvent, où ce 3e enfant, ou cette construction d'une maison, ça survient presque à l'orée du divorce. C'est-à-dire que ce sont parfois d'ultimes tentatives inconscientes pour sauver le couple. Alors qu'il vaudrait mieux se mettre à communiquer ensemble, alors qu'il vaudrait mieux faire tout un tas de choses très différentes que de faire un 3e gosse qui, lui, n'a rien demandé. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il est rare qu'on voit l'autre réellement.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une dimension fantasmatique à l'œuvre dans un couple. Notre imagination, l'imaginaire est extrêmement présent. On se fait une image de l'autre. L'autre, on le met sur une sorte de piédestal, quoi. L'autre, la rencontre avec l'autre est un miracle. Bon, c'est-à-dire que, voilà, on n'en est pas dans le couple où on se réveille le matin et puis l'autre, il a une odeur fétide, une haleine fétide. Hein, bon, parce que c'est normal, il y a les bactéries la nuit qui se développent dans une bouche. On ne passe pas aux toilettes après l'autre avec l'odeur les odeurs qui s'en suivent. Vous voyez, au début, on est comme ça dans des représentations un peu idéales, quoi. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre du symbolique qui vient s'en mêler. Prenez par exemple dans la série Les Sopranos, dans un ou deux films qui s'appellent Mafia Blues avec De Niro. Ce ne sont pas des films terribles, mais bon, assez parlants. Où on voit ces hommes, bon, d'origine italienne, là, en l'occurrence, latine, qui ne se représentent pas faire certaines choses avec leurs femmes, tant ils prennent leur femme pour un substitut de mère, sans s'en rendre compte. Autrement dit, ils vont aller se faire des fellations et autres joyeusetés par leur maîtresse. Ils ne conçoivent pas de le faire avec la mère de leurs enfants, tant ils collent sur elle, comme ça, l'image de leur mère substitutive, quoi, en quelque sorte. Bon, ce qui est un problème pour le couple, hein, de ne pas considérer l'autre en tant que ce qu'il est. Bon, alors, si vous n'êtes pas encore écœuré de la vie de couple, après tous ces propos, on peut venir à des pistes, à des éventualités de solutions, quoi. Bon, moi, ce qui me semble, hein, c'est que tout ce dont on vient de parler, il faut que les membres du couple l'intègrent, le comprennent. Donc, un travail qui peut se faire dans ce qu'on appelle thérapie de couple, hein, c'est un travail de compréhension de ce qui se passe, réellement à l'intérieur du couple. Donc on pourrait dire comprendre et faire comprendre. Ensuite, autre chose qui me semble important, qui a déjà été évoqué, c'est qu'il faut aider les membres de ce couple, les personnes, à dire les choses, hein. C'est-à-dire à les dire non pas uniquement sous le coup de la colère, quand la pression est tellement montée dans la marmite, mais apprendre à dire. Et puisqu'on parle d'apprendre à dire, apprendre à écouter, hein. Combien d'entre nous ne sont pas déjà à préparer la phrase qu'ils vont répondre avant même que l'autre ait fini de dire ce qu'il a à dire. Donc on arrête d'écouter, on est dans l'interprétation, on est dans la préparation de ce qu'on va rétorquer, hein, alors qu'il s'agit non pas de rétorquer, mais de dialogue. Je pense qu'il faut réfléchir à la façon de réinventer les choses, c'est-à-dire de sortir, autant que faire se peut, hein, de ces rituels. Alors bon, on ne va pas vendre les enfants, s'en débarrasser, bien évidemment, mais on n'est pas obligé de n'offrir une fleur que tous les 14 février, jour de Saint-Valentin, hein. On peut avoir des petits gestes différents. Dire t'es jolie, bon, on n'est pas obligé de dire ah t'es jolie aujourd'hui. Il faut que l'autre se sente dans le couple admiré d'une certaine façon, hein. Quand je dis narcissiser, hein, c'est une image renvoyée de chacun par l'autre qui soit une image aussi positive, de façon à faire le contrepoids avec les reproches bon, inévitables qu'on peut se faire dans la vie quotidienne. Je pense qu'il y a parfois à refonder, c'est-à-dire à tout recommencer. Il y a des couples qui peuvent, à l'issue d'une thérapie, se dire « bon, c'est plus la peine, c'est mieux si on se sépare, et on va essayer de faire que la séparation soit la plus paisible, tranquille. » Hein, la séparation, parfois, c'est une réussite. Hein, la séparation, ça n'est pas nécessairement un échec. Mais il y a aussi des personnes pour qui l'arrêt d'une relation qui a fini par se trouver dans une impasse, ça serait d'une certaine façon un véritable échec, même si j'aime pas la dimension jugement de valeur qu'il y a dans ce mot échec. C'est extrêmement dommage, parce que souvent ce sont des gens qui s'aiment profondément et avec qui on pourrait inventer, les aider à inventer une façon de faire
qui fasse que leur relation soit vivable et non pas invivable comme elle l'était parfois depuis longtemps. Je pense qu'il faut aussi se trouver des moments à deux. Hein, des moments, alors quand je dis d'intimité, c'est pas nécessairement sous la couette, mais aussi. Hein, il y a beaucoup de couples qui prennent plus le temps d'avoir par exemple une activité à deux ou des activités à deux. Aller à deux sans les enfants à une expo, au ciné, quand on peut aller passer 48 heures ensemble, peu importe à faire quoi, mais avoir aussi des relations à deux. Que ce qu'on fait à deux, ça ne soit pas que faire à manger, faire les courses, vous voyez, ce qui est de l'ordre de la contrainte, de la nécessité, mais que la dimension plaisir à deux soit réintroduite. Et parfois, ça ne coûte pas très cher, hein. C'est-à-dire que l'argent n'est pas nécessairement un frein. Donc, d'une certaine façon, tout ce qui est parti de travers dans la relation, pour les différentes raisons que je viens d'exposer, je pense qu'il faut refonder tout ça. Il faut continuer de penser à soi, bien sûr, mais se mettre à beaucoup plus penser au couple au travers d'actes et penser à l'autre, qui a aussi son existence propre. Et tout ça, c'est faisable. Dans nombre de cas, c'est faisable. On a évoqué tout à l'heure nos durées de vie qui s'allongent hein, jusqu'à dans les 80 ans, donc des couples qui peuvent penser durer plusieurs dizaines d'années. Et bon, beaucoup se posent la question, pour laquelle moi je n'ai pas de réponse ni de point de vue tranché, de la monogamie. Est-ce qu'on a un seul partenaire pendant toute la durée de son couple? Hein, bon, je pense que c'est compliqué de vivre quelque chose. Vivre dans la monogamie est compliqué et sortir de ce champ-là est aussi compliqué à organiser. Quelques couples célèbres l'ont fait, hein, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, qui n'avait pas qu'un seul partenaire. Aujourd'hui, on a l'écrivain Solers, Philippe Solers et Julia Kristeva, hein, pour prendre des gens connus dans le monde de la culture, de la littérature. Cette question de la monogamie est difficile. Parfois, on entend cette expression « l'herbe est plus verte ailleurs ». Alors, effectivement, tel ou tel membre d'un couple peut se dire « bon, ici, ça ne se passe pas bien dans ce couple, j'en ai marre, je vais aller voir ailleurs ». Quoi. Et évidemment, la tentation peut être grande parce que vous avez un couple installé, bancal, de guingois, qui avec tout ce qu'on a dit de difficultés possibles, de projection, de ne pas s'écouter mutuellement, d'usure, de rituels. Du coup, quand survient quelqu'un d'autre, alors on se sent tout d'un coup écouté, regardé différemment. Et donc la tentation peut être grande de mettre fin au couple actuel, sans plus de procès, et de commencer avec la nouvelle personne. Bon. Cela dit, si on n'a pas résolu un certain nombre de problématiques qui se posaient dans un couple où il pouvait continuer de se passer quelque chose d'agréable aussi bien pour l'un que pour l'autre, dans le couple à venir, là où on pense que l'herbe est plus verte, il va se reproduire exactement les mêmes problèmes, à peu de choses près, rencontrés dans le couple précédent, à savoir l'usure, l'idéalisation des débuts, la ritualisation, le quotidien. Je n'en ai pas parlé, mais les beaux-parents, les belles familles qui viennent parfois se mêler de ce qui se passe à l'intérieur du couple, alors que le couple est quelque chose d'extrêmement intime, avec l'un ou l'autre des membres du groupe qui est un peu pris dans des conflits de loyauté. J'écoute ce que mon père et ma mère me disent, ou j'écoute mon partenaire avec qui je vis tous les jours aujourd'hui. Donc cette histoire d'herbe est plus verte ailleurs, elle est très discutable. C'est pour ça qu'il me semble que dans nombre de situations de couple qui rencontrent des difficultés, il y a un travail qui est possible pour que les choses n'en restent pas là, sur ces malentendus, sur ces difficultés, sur ces impasses qui peuvent parfois ouvrir sur d'autres choses.